Nyang Fenlan, la reine de l'Ivoire, a écopé de 15 années de prison. La justice tanzanienne l'a reconnue coupable du trafic de défense d'éléphants. En Ouganda, le parti au pouvoir soutient la candidature du président Yoweri Museveni, et ce pour un 6e mandat en 2021. Puis en RDC, le nouveau président et son prédécesseur doivent déclarer leur patrimoine familial, et ce devant la Cour constitutionnelle congolaise. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonçais en titre, la chinoise Nyang Fenlan, surnommée la reine de l'Ivoire, a été jugée ce mardi par un tribunal tanzanien. Elle a été reconnue coupable de participation au crime organisé pour le trafic de 860 défenses d'éléphants, disais-je, entre 2000 et 2014. Elle a été condamnée à 15 ans de prison. Voici les précisions. La reine de l'Ivoire a été reconnue coupable de participation au crime organisé pour le trafic de 860 défenses d'éléphants entre 2000 et 2014. Nyang Fenlan, de son vrai nom, a comparu devant un tribunal tanzanien. Présente en Tanzanie depuis les années 70, elle a été reconnue coupable d'avoir joué pendant plus de 10 ans le rôle d'intermédiaire entre un réseau de braconnage local et des acheteurs internationaux. Au moment de son arrestation en 2015, elle était la vice-présidente du China Africa Business Council de Tanzanie. Jugés dans le même procès, 2 hommes d'affaires tanzaniens ont également été reconnus coupables. Les peines des 3 co-accusés seront prononcées au plus tard mardi. Nyang Fenlan encourant un maximum de 30 ans de prison. L'arrestation de Nyang Fenlan avait été saluée par les défenseurs de la faune sauvage, certains évoquant la plus importante arrestation de ces dernières années en Afrique de l'Est, dans la lutte contre le trafic de l'ivoire, et nourrissant l'espoir que des officiels corrompus seraient également traduits en justice. Le commerce illégal d'ivoire est alimenté par la demande en Asie et au Moyen-Orient, où les défenses d'éléphants sont utilisées dans la médecine traditionnelle et en ornementation. Les éléphants sont dès lors décimés par le braconnage. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, la population des éléphants d'Afrique vient d'enregistrer sa plus importante chute depuis 25 ans. Le continent compte environ 415 000 éléphants, soit 111 000 de moins que lors de la dernière décennie. La Tanzanie, l'un des pays qui compte la plus importante population d'éléphants sur le continent africain, est aussi l'un des plus touchés par ce problème. Un recensement récent notait que la population de pachyderme y a diminué de 60% entre 2009 et 2014. Arrestation et incarcération du dirigeant du premier syndicat des professeurs d'université publique en Côte d'Ivoire. Johnson Zamina Kouassi a été arrêté et déféré au parquet d'Abidjan. Des responsables syndicaux dénoncent les faits. La trêve sociale qui règne en Côte d'Ivoire depuis 2017 risque de se fragiliser. Le président de la plateforme qui regroupe une 50aine de syndicats de fonctionnaires s'insurge contre l'arrestation de John Zamina Kouassi. Le secrétaire général et porte-parole de la Coordination nationale des enseignants-chercheurs a été arrêté lundi et écroué à la préfecture de police où il a passé la nuit. Le syndicaliste et un autre camarade ont été déférés mardi au parquet d'Abidjan dans l'attente d'être présentés à un juge. Cette arrestation abusive, à en croire les syndicalistes, suspend une trêve sociale signée en août 2017 entre le gouvernement et les syndicats. La grève des professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, la principale de Côte d'Ivoire, est rentrée lundi dans sa 5e semaine. Outre l'arrestation de 2 enseignants, le conseil de discipline de l'université a exclu 4 enseignants pour des violences perpétrées à la présidence de l'université. 7 autres professeurs ont été suspendus de toute activité académique pour 6 à 12 mois. Cette grève, qui touche également les enseignants des écoles primaires et secondaires, paralyse tout le système éducatif du pays. En Ouganda, le parti au pouvoir soutient la candidature du président Yoweri Museveni, et ce pour un 6e mandat en 2021. Voici les précisions.
Le parti au pouvoir en Ouganda a annoncé mercredi avoir approuvé la candidature du président Yoweri Museveni pour la présidentielle de 2021, lors de laquelle il briguera un 6e mandat. C'est au terme d'une retraite de 5 jours présidée par le président Yoweri Museveni lui-même dans un hôtel luxueux du parc national de Murchison Falls, dans le nord-ouest du pays, que cette résolution a été adoptée à l'unanimité par le comité exécutif central du parti. Dans cette résolution, le mouvement de la résistance nationale a appelé le chef de l'État ougandais, au pouvoir depuis 33 ans, à continuer à diriger le mouvement et l'État en 2021 et au-delà pour éliminer les freins à la transformation de ce pays d'Afrique de l'Est. L'annonce du parti fait suite à une réforme constitutionnelle controversée, accompagnée de manifestations de l'opposition et de scènes de pugilat au Parlement, qui a supprimé fin 2017 la limite d'âge de 75 ans pour pouvoir être élu président. L'opposition accuse Yoweri Museveni, ancien guerrier qui a pris le pouvoir en 1986, de vouloir rester président à vie. En juillet 2018, la Cour constitutionnelle avait validé l'amendement et la majorité des observateurs en Ouganda s'attendent à ce que la Cour suprême, saisie par une opposante et un militant des droits de l'homme notamment, fasse de même. À noter que Yoweri Museveni est le seul président que la plupart des Ougandais connaissent, dans un pays où un habitant sur 2 a moins de 16 ans. Le ton est encore monté d'un cran ce mardi au Nigeria. Le pays vit une crise électorale depuis le report in extremis de la présidentielle. L'opposition accuse le président Buhari de rappeler les heures sombres des dictatures militaires. Le principal candidat de l'opposition nigériane a donné de la voix mardi lors d'une réunion d'urgence de son parti, Parti populaire démocratique. Atiku Abubakar a réagi aux déclarations du chef de l'État qui avait exhorté lundi l'armée à être sans pitié envers les éventuels fraudeurs. Pour son principal challenger, le président sortant n'est pas un démocrate. Il ne croit pas en la démocratie. Lundi, en effet, le Congrès des progressistes au pouvoir a tenu une réunion au cours de laquelle Buhari, en lice pour un second mandat, s'est exprimé sans retenue, disant que si quelqu'un vole une urne électorale ou utilise des criminels pour perturber le scrutin, ça sera probablement le dernier acte criminel qu'il commettra. Cette phrase est perçue comme un appel à la haine et aux crimes extrajudiciaires dont l'armée nigériane est souvent accusée. Pour le directeur de campagne du PDP, le parti au pouvoir prépare des fraudes massives, notamment à travers l'inscription d'1 million d'électeurs fantômes sur les listes électorales ou en ayant infiltré le système informatique de la commission électorale indépendante. Le report des élections présidentielles, législatives et sénatoriales du 16 au 23 février a marqué un très clair changement de ton entre les deux principaux partis qui avaient d'abord appelé leurs supporters au calme avant de s'engager dimanche dans une escalade d'accusations et de propos virulents. La campagne électorale au Sénégal avait enregistré à ses débuts des affrontements entre militants et forces de l'ordre. Mais la situation est au calme depuis que le ministère de l'Intérieur a pris ses responsabilités. L'équipe de campagne de Issa Sall se dit plus rassurée et déterminée à remporter la présidentielle du 24 prochain. C'est l'effervescence au niveau de chacun et particulièrement chez nous au Parti de l'Unité et du Rassemblement. Donc notre candidat est à ce moment au centre du pays. Justement, quel est le niveau de sécurité en ce moment? Parce que nous savons qu'au début de la campagne, il y a eu quelques malheureux affrontements. Où est-ce que vous en êtes actuellement au niveau sécuritaire? Après les événements de Tampa, donc le ministre de l'Intérieur, qui d'ailleurs, depuis le début de la campagne, avait l'obligation de mettre en place des équipes de sécurité pour chaque candidat, ne l'a jamais fait. Et c'est permis de se rattraper. Donc il nous a appelé nous-mêmes en personne pour dire qu'il va s'occuper de la sécurité du candidat. Donc nous, en bon républicain, nous avons carrément accepté. Donc actuellement, nous sommes avec une équipe spéciale de la gendarmerie qui nous accompagne depuis ce jour-là. Il y en a qui l'ont refusé. Ousmane Sonko, par exemple, l'a refusé. Bon, les autres candidats, nous ne savons pas où est-ce que ça en est. Mais nous, quand même, nous avons accepté cette équipe de sécurité. Votre candidat Issa Sall est l'un des candidats qui part singleton à cette présidentielle et pas en coalition. Quelles sont les chances qu'il a selon vous? Il a pratiquement toutes les chances de remporter cette présidentielle, puisque l'analyse que nous on a faite au niveau du paysage politique sénégalais,
La vraie alliance, c'est le peuple sénégalais. Il a décidé de parler au peuple sénégalais, puisque, in fine, c'est le peuple qui va choisir le président. Il n'a jamais voulu accepter d'être l'otage de qui que ce soit, et là, nous avons bon espoir de remporter ces présidentielles. Alors, vous avez bon espoir de remporter cette présidentielle, mais aux législatives de 2017, Issa Sall a obtenu 3 députés à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai qu'au niveau du parrainage, Issa Sall est le premier. Mais avec 3 députés à l'Assemblée, c'est déjà une expérience. Vous pensez pouvoir remporter cette présidentielle? Mais absolument, parce que là, le baromètre qu'on a, le parti qui était... Nous, on était parti avec 4 autres coalitions. On a eu le meilleur parrainage, le meilleur taux de rejet. Nous avons compris qu'en réalité, le vrai interlocuteur, c'est le peuple sénégalais. Ce ne sont pas ces coalitions qui sont en train de tromper les gens, non. Le peuple, c'est au peuple qu'on doit parler, et je pense que la stratégie est bonne et ça paye. Actuellement, on voit les foules contraintes, les gens sont en train d'adhérer au parti. Et ce qu'il nous faut, c'est un dirigeant qui est sérieux, qui est compétent et qui dit la vérité au peuple. En République démocratique du Congo, il ne reste plus que quelques jours au nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi, et à l'ancien président Joseph Kabila pour déclarer leur patrimoine familial. Ces 2 personnalités ont jusqu'au 24 février pour s'y plier. En République démocratique du Congo, il ne reste plus que quelques jours au nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi, et à l'ancien président Joseph Kabila pour déclarer leur patrimoine familial. Ces 2 personnalités ont jusqu'au 24 février pour s'y plier. Ces derniers jours, plusieurs voix se sont élevées pour leur rappeler cette obligation constitutionnelle. C'est notamment le cas du professeur Jean-Louis Essambo Kangassé, qui était encore juge à la Cour constitutionnelle en 2018. Il a décidé de sortir de sa réserve pour rappeler cette disposition constitutionnelle cruciale à ses yeux. La République démocratique du Congo a connu sa première passation pacifique du pouvoir depuis son indépendance le 30 juin 1960, avec la proclamation de Félix Tshisekedi comme vainqueur de la présidentielle, succédant ainsi à Joseph Kabila après 18 ans de pouvoir. Puis l'armée vénézuélienne a réagi aux menaces du président américain Donald Trump. Elle s'est dite ce mardi en alerte face à toute violation des frontières du pays et a réaffirmé sa loyauté sans faille au président Nicolás Maduro. C'est à travers une déclaration lue en présence du haut commandement militaire que le ministre de la Défense a donné le ton. L'armée restera déployée et en alerte le long des frontières vénézuéliennes pour éviter toute violation de l'intégrité du territoire. L'autorité a, à l'occasion, réaffirmé l'obéissance, la soumission, la loyauté sans faille de l'armée envers le président, commandant en chef, Nicolás Maduro. Lundi, Donald Trump a mis en garde les chefs militaires vénézuéliens, estimant qu'ils couraient à leur perte s'ils refusaient de se rallier à l'opposant et président autoproclamé Juan Guaidó. Suite à cela, le général Padrino a affirmé que l'armée ne permettrait pas la mise en place par la force d'un gouvernement antipatriotique. Faisant référence à l'aide d'urgence stockée notamment à la frontière colombienne et dont le passage est bloqué par l'armée, le général Padrino a déclaré que c'est un tissu de mensonges, de manipulation, une sorte de campagne psychologique mise en œuvre contre le Venezuela pour obtenir le pouvoir. Juan Guaidó a envoyé mardi un message aux chefs militaires déployés aux frontières du Venezuela pour leur demander de désobéir aux ordres du chef de l'État. Il a appelé à de nouvelles manifestations samedi pour exiger l'entrée de l'aide humanitaire, catégoriquement refusée par Nicolás Maduro, qui y voit des prémices d'une intervention militaire américaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.